Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers téléspectateurs, vous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre mission. Bien sûr que Société et Vie, et encore une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau Maître Alain Nganoumoukendi, avec qui nous allons parler encore sur le mariage, mais vraiment en profondeur pour y aller jusqu'à la polygamie. Alors, Maître Alain Nganoumoukendi, comme vous aurez dû constater, il est déjà ici sur ce plateau avec moi, à qui j'ai dit bonjour Maître. Bonjour Monsieur Jonas. Vous êtes déjà habitué de cette émission, ce n'est pas la première fois pour vous de passer dans cette émission. Alors aujourd'hui nous allons parler un tout petit peu de la polygamie. Vous êtes maître, vous êtes de l'autre côté chrétien. Alors nous sommes toujours à la Lumière Télévision, je rappelle, les téléspectateurs auront besoin de beaucoup de lumière sur notre sujet aussi d'aujourd'hui. Alors la polygamie, par définition, c'est le fait d'avoir seulement plusieurs femmes. Alors, conformément à la loi, l'homme peut se marier à la limite avec combien de femmes? Merci beaucoup. Je crois que la polygamie, c'est une des formes de mariage. Ça se fait aussi par consentement. Vous avez dit? Ça se fait aussi par consentement. Mais bien sûr que oui, parce que lorsque un homme contracte son premier mariage, par exemple, parce que là, lorsque je parle de mariage, je parle de mariage civil. Lorsque je suis en train d'insister, c'est un mariage qui a été enregistré devant l'officier de l'état civil. Nous n'avons peut-être pas eu le temps de parcourir certaines formalités par rapport à la célébration du mariage, mais je tiens à préciser que lorsque l'on arrive devant l'officier de l'état civil, on doit choisir la forme du mariage devant l'autorité en question. Alors, lorsque un mari décide avec sa femme de se marier sous le régime, sous la forme polygamique, ça veut tout simplement dire l'homme peut épouser d'autres femmes. Mais la loi n'a pas donné de limites. Parce qu'on dit tout simplement on peut épouser plusieurs femmes. Donc la loi ne prévoit pas un nombre limité dans la polygamie. Alors, maître, qu'est-ce qui a souvent été à la base de la polygamie? Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à se marier à plusieurs femmes? Bien, les raisons sont multiples et multidimensionnelles aussi, parce que il y a des raisons d'ordre économique, des raisons d'ordre affectionnel, il y a des raisons d'ordre comportemental, voulais-je dire, c'est-à-dire une personne pouvait, par exemple, se décider d'épouser une seule femme et que, au fur et à mesure, il constate qu'il n'est pas heureux et il peut décider de contracter une autre femme. Mais parce que je venais de dire qu'on choisit déjà la forme, c'est-à-dire l'homme peut, soit par rapport à sa religion ou par rapport à sa coutume, peut déjà se choisir l'option d'épouser plusieurs femmes. Donc, je voulais dire que dans la société antique, vous avez vu que c'était les femmes qui produisaient, parce qu'elles faisaient la cueillette, les champs et consorts. Eh bien, celui qui avait plus de femmes était riche, n'est-ce pas? Parce que il y a plusieurs productions pour ce seul homme. Mais aujourd'hui, les raisons d'hier ne sont plus les mêmes. Maintenant, quitte à chacun de se choisir, s'il peut, par une raison ou une autre, épouser une ou plusieurs femmes. Tout à fait. Quelles ont souvent été les conséquences pour les gens qui font de la polygamie de manière précoce, que je pourrais dire? Quelles ont souvent été de conséquences
lorsque vous allez, peut-être vous n'êtes pas appelé à être polygame, mais vous allez quand même embrasser le chemin de la polygamie parce que la polygamie existe. Quelles ont souvent été des conséquences récoltées sur le champ? Bon, en fait, vous savez, lorsque... Permettez-moi un peu que je pose d'abord cette question en faisant cette hypothèse. Maître, je suis fonctionnaire de l'État. C'est pour vous faire bien comprendre. Ouais. Je suis fonctionnaire de l'État. On me paye ici ces 70 000 francs que vous connaissez très bien. Alors je m'engage à prendre 2 femmes. Bon, avec ces 2 femmes, j'ai beaucoup plus de probabilité d'avoir aussi 2 enfants. Alors, avec ces 70 000 francs congolais, je vais le partager comment? Bon, merci beaucoup. En fait, vous savez, dans toute chose, je commence par dire qu'il y a une mesure. On ne peut pas se décider d'emblée de contacter plusieurs femmes lorsqu'on n'a pas misé sur ce moyen. N'est-ce pas? Je crois que lorsque, comme je le définissais, il y a des conditions. Ouais. Il y a des conditions. Mais ici, je crois que la condition liée au moyen est une condition personnelle. Personnelle. Et aussi une condition qui est relative, n'est-ce pas, par rapport même à la personne qui accepte d'être deuxième femme. Ok? Ouais. Alors, vous avez dit tout à l'heure, si je suis fonctionnaire, ceci, mais lorsque vous mettez en face de vos moyens et que vous trouvez que ces moyens ne sont pas permissibles de ce que vous emboîtez comme pas, je crois que, honnêtement parlant, il est souhaitable qu'on arrête la machine. Et lorsque, aussi, parce qu'il ne faut pas toujours croire que les femmes viennent comme on peut les croire. Il y a des femmes machines, vous êtes fonctionnaire, comme venez de le dire, demain vous vous trouvez en face d'une femme qui deviendra demain, je ne sais pas, cadre d'une société, ainsi de suite, et vous comprenez que vous ne serez pas dans le même contexte que vous venez de dire tout à l'heure. Donc, on n'épouse pas seulement pour prendre la charge, on peut aussi épouser pour résoudre un problème. N'est-ce pas? Mais par rapport à l'affection, l'affection, et il faut que chacun puisse mesurer l'intensité de ses affections pour se dire, je serai en mesure de répondre aux besoins réels du mariage, c'est-à-dire à la consommation du mariage, absolument, de celle-ci et de l'autre. Il faut être sûr de ses propres potentialités, n'est-ce pas? Et donc il faut se mesurer. Et je crois que même dans la Bible, je crois que Dieu ne veut pas aussi qu'on puisse épouser pour créer des équilibres. Et vous avez dit que les conséquences, c'est quoi lorsque on n'est pas arrivé au bout? Mais c'est la chute. Ça peut être des maladies, ça peut être même la mort. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, les moyens, disons, insuffisants, vous arrivez ici, là-bas, on pense que tu as donné, alors qu'ici tu n'as rien donné, n'est-ce pas? Tout ce qu'on pense sur vous peut avoir des répercussions. Donc, il faut être sûr et puis savoir choisir les femmes dont question. Et d'autres conséquences, peut-être du point de vue juridique, et il ne faudra pas qu'on s'en passe parce que ici, il faudra plus éclairer l'opinion qui nous suit sur les aspects techniques de droit. Oui. La polygamie, comme nous disions tout à l'heure, n'est pas... Elle existe. Oui, elle existe. En droit, mais vous trouverez que seul le mariage seul le premier mariage célébré devant l'officier de l'état civil sera enregistré et les autres non. Je crois que c'est la grande différence. Donc là, quand le papa est malade, il est déjà prêt à mourir, donc les enfants de la première femme commencent déjà à s'en procurer de biens de leur papa, alors que de la deuxième femme commence déjà à pleurer.
Alors, pas du tout, pas du tout. Ces effets ne sont pas opposables aux enfants. ouais. Donc, nous parlons du mariage non célébré, cela ne concerne que la femme. C'est une situation qui concerne seule la femme. C'est-à-dire Ouais. une femme connue ou reconnue Mm. de l'État Ah. et une autre Mm. qui reste au niveau de la coutume. Je crois que vous me comprenez bien. Mais par rapport aux enfants, les enfants ont tous les mêmes droits. Qu'ils soient nés dans le mariage, encore que nous parlons du mariage, ou nés hors mariage. Je pense que c'est une précision importante. Pour les enfants, il n'y a aucun problème. Ces enfants viendront à l'hérédité ou à la succession de leur père. C'est seule la femme qui n'est pas enregistrée Ouais. qui pourra subir les effets, n'est-ce pas, de ce mariage. Tout à fait. Alors, Maître Alain, est-ce que la polygamie, elle est bien de le faire en clandestinité ou de le faire officiellement? Parce que je connais aussi pas mal de... Moi, je connais pas mal de polygames qui l'ont fait quand même de manière officielle, que tout le monde connaît. Celui-ci a 2, 3 ou 4 femmes. Donc, qu'est-ce qui est préférable à faire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et il faut faire ça seulement dans la clandestinité. Là, c'est peut-être une meilleure façon de faire la polygamie ou comment? Parce que, répondez et puis je vais faire peut-être une hypothèse après votre réponse. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question d'honnêteté Oui. personnelle. Je crois que lorsqu'on est sérieux et qu'on veut épouser plusieurs femmes, ça doit se faire de façon publique, parce que de par la définition, vous avez dit que le mariage, c'est un acte public. Le faire dans la clandestinité, c'est ôter même le mariage de son caractère. On ne peut pas se marier en cachette. On doit normalement parler avec la première épouse. C'est comme je disais tout à l'heure que lorsqu'on pouvait par hasard avoir choisi le mariage monogamique et que par après, la femme, la première femme avec laquelle on a contracté ce dit mariage, peut par consentement accepter que son mari épouse une deuxième femme. Vous voyez? Donc, encore que lorsqu'on a été sous le régime de la polygamie, donc lorsque vous allez contracter une autre femme, ça doit se faire de façon publique. Et ceux qui le font dans la clandestinité sont non seulement en train de violer la loi, mais aussi ils sont moins sérieux. C'est du moins sérieux. Je pense donc. Encore, nous sommes dans une société congolaise. Dans notre société ici, il y a aussi un système qui existe de l'autre côté de Bandounou, là-bas, qu'on appelle, chez Bayadi, qu'on appelle les Kintuit. Est-ce que ces phénomènes-là, est-ce que ça te fait aussi ça? C'est quoi? Ces phénomènes-là. Ouais. Est-ce qu'il est admissible? Non, je pense qu'il faudra qu'on puisse éclairer l'opinion qui nous suit. Parce que à une époque, si nous revenons encore vers l'arrière, vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de prophètes, bien que vous ne soyez pas beaucoup plus penchés du côté spirituel. Il y avait aussi des prophètes qui avaient épousé beaucoup de femmes. Alors aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, on a transformé ça pourquoi? Il y avait aussi des prophètes qui s'étaient mariés avec leurs propres filles. Alors aujourd'hui, on a essayé un tout petit peu de transformer là. Ok, merci. Je crois qu'il faudra qu'on soit beaucoup plus clair. Une erreur reste une erreur, même si elle est commise par 1 million de personnes. On ne peut pas l'accepter parce qu'elle vient du grand nombre. Eh bien, les gens que vous venez de citer, qui sont en train d'épouser les cousines et consorts, c'est en fait ce qu'on appelle chez nous en droit, quand bien même le droit a
parmi ces sources, la coutume, parce que je veux vous éclairer là-dessus, que la coutume fait partie des sources de droit. De la même manière que je venais de parler de la religion, la coutume aussi fait partie. Mais là, c'est une coutume qui n'est pas contre la loi. Comprenez? Oui. Donc, ce qu'on venait de dire ici, nous nous situons dans ce qu'on appelle coutume contre les guerres. Donc, c'est une coutume contre la loi. Si ces mariages sont en train d'être célébrés, je vous les souligne qu'ils sont célébrés en violation de la loi. Donc, on peut être poursuivi parce que normalement la loi interdit le mariage entre frères et sœurs, entre cousins alliés et consorts. Donc, c'est interdit. Donc, c'est strictement interdit, même au niveau sur le plan international, même au niveau des intérieurs, au niveau des intérieurs de notre pays, parce que mais nous avons, la loi est unique. Ça s'est fait quand même, malgré les interdictions, peut-être. Bon, vous savez, on ne peut pas aussi éradiquer tout le mal dans le monde. C'est difficile. Vous allez comprendre que le droit est là pour combattre le mal, quand bien même le mal ne peut pas être vidé de l'espace du monde. Mais ne vous en faites pas, je peux vous rassurer que cette pratique, je ne suis pas trop dans les fiefs où ce genre de pratiques sont en train d'être faites, mais je suis au moins persuadé que c'est une pratique qui commence à perdre ses bons pas. Donc pour le moment, nous pensons que il n'est plus de mise comme il était à l'époque. Mais dans le mariage aussi, c'est comme s'il y a un peu de problème spécifique. Hein. Si vous allez peut-être dans les bandes de comme nous avons parlé aussi, nous avons parlé tout à l'heure du système de Kinshudi. Si vous allez peut-être dans les Kasaï, vous allez trouver encore notre système de un Kasaïen ne peut pas aller épouser peut-être une bas congolaise. Ce système-là. Bon, je suis trop moderne. Je pense que s'il faudra peut-être élucider quelque chose autour de cette pratique, je crois tout cela avait pour source certaines considérations coutumières. C'est-à-dire, chez nous, une femme ne peut pas faire ça à un homme. Chez nous, un homme ne peut pas faire ceci, n'est-ce pas, à une femme. Ok? Et que par souci de maintenir l'équilibre au sein du foyer dans le cadre de l'application ou du respect de la coutume, les gens de l'époque avaient souhaité chacun s'orienter ou orienter les siens dans les coins où sa coutume est d'application. Mais je peux vous dire que cela est aussi en fait une violation de la loi, parce que la liberté est une de droit, n'est-ce pas, garantie même par la Constitution. On vous dit qu'on doit se marier, une personne a le droit de se marier à une personne de son choix. C'est que donc, tout celui qui va se retrouver en face des interdictions, n'est-ce pas, en face des interdictions, a le droit de réclamer son droit. Il peut rejeter la proposition, tout comme il peut l'accepter, en tout cas s'il le veut. Sinon, à l'heure actuelle, nous pensons que nous sommes en train d'assister à ces mariages de province, n'est-ce pas? Vous trouvez qu'un bas congolais avec un Swahili se sont mariés, vice-versa, les Kassaïens et consorts, vice-versa. Donc, si vous vous retrouvez entre
cette situation, donc dans ce genre de situation, je peux vous rassurer que la justice est là pour vous aider à pouvoir faire respecter votre droit. Donc votre choix que vous voulez faire, mais nous le disons bien, que ça soit entre les personnes des sexes opposés. Et encore qu'il faudra être dans les conditions requises pour faire valoir ses droits devant les instances judiciaires. Une personne dont on ne veut pas recevoir la dot, parce qu'elle n'est pas de sa province, la justice est le père de tous, va trouver solution. Et je vous dis que le mariage aura bel et bien valu. D'accord. Maître Alain, je pose encore une question de savoir. Je constatais ici dans notre société, il y a beaucoup de gens qui commencent à se marier un peu de manière vulgaire là. Quand on parle de mariage, quand on parle de mariage, on voit l'étape de mariage, civil et puis le mariage religieux. Mais vous allez peut-être quelque part, vous allez voir quelqu'un qui vivait déjà avec une femme, ça fait très très longtemps, et puis à une certaine époque, il va se décider d'aller faire quand même quelque chose qu'on appelle symbole dans leur famille. Il passe et puis il prend la femme directement et il part avec. Donc c'est comme si les gens ne donnent pas de la valeur au mariage civil. Donc si vous aurez quand même eu l'impression d'avoir perçu cela, mais quelle a souvent été votre lecture par rapport à cela? Les jeunes garçons d'aujourd'hui ne veulent plus aller avec le mariage jusqu'auprès de l'État, en fait. Oui, en fait, je comprends bien la question, mais vous allez vous rendre compte que... vous aurez quand même l'impression d'avoir perçu ce que je voulais dire par là, bien que la question soit un tout petit peu trop longue. Ah oui, donc, vous savez, nous sommes dans une société où il y a assez de problèmes, dont certaines conditions ne sont pas toujours réunies lorsqu'on veut contracter mariage. Je ne suis pas en train de défendre cela, mais je crois que le mieux, c'est que ce qu'on a toujours dit, mieux vaut tard que jamais. Lorsqu'on qu'on est déjà dans cet état-là, tout cela existe en droit. Il y a le pré-mariage, il y a des personnes qui cohabitent, donc la cohabitation. De toutes les façons, lorsqu'on est dans cette situation-là, on est obligé, au fur et à mesure, d'aller régulariser la situation et beaucoup plus aller chez l'État pour se faire enregistrer. Tout à fait. Alors, ainsi que s'achève notre mission d'aujourd'hui, merci beaucoup à vous tous, chers téléspectateurs, qui l'avez beaucoup suivi avec attention. Alors, merci à notre invité qui était Maître Alain Ngandou Mukendi, qui a toujours été à côté de moi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Et on se retrouve alors très prochainement dans un autre numéro de l'émission.